Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, 20minutes.fr et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Yves Jégo, député UDI de Seine-et-Marne, candidat à la présidence de l'UDI dans les prochaines semaines pour succéder à Jean-Luc Borloo, avec Madame Chantal Joanneau en ticket, en tandem. Oui, on fait un tandem pour incarner l'idée que l'homme seul, providentiel, qui arrive, qui met le parti à son seul service, c'est plus le modèle. Merci en tout et cas qu'il d'être faut avec jouer nous. l'équipe. Merci d'être avec nous. Avec moi sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs, merci d'être avec moi sur ce plateau ce matin. Je vous rappelle le principe de l'émission, chers internautes, vous le connaissez déjà, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission et poser votre question à Monsieur Jégo. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors Yves Jégo, cet après-midi, Manuel Valls passe son deuxième grand oral devant l'Assemblée nationale. Il demande la confiance auprès des députés. Depuis quelques semaines, même depuis le remaniement, on a l'impression que l'inflexion social-démocrate, voire social-libérale, est en train de s'accélérer. Et malgré ça, vous, les centristes, vous, les LDI, vous avez décidé de voter contre la confiance. On est un peu surpris quelque part de ce manque de confiance auprès du Premier ministre alors qu'il ne s'est pas encore exprimé. D'abord, les Français n'ont pas confiance dans le Premier ministre ni dans le gouvernement. C'est quand même une évidence. Comment peut-on d'ailleurs avoir confiance dans un gouvernement qui est en train aujourd'hui de détricoter ce qu'il a fait dans le début du quinquennat? Il y a eu des erreurs fatales, funestes, qui ont accéléré tous les facteurs déjà négatifs de notre pays, et qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas apporter confiance au gouvernement parce que les déclarations et les orientations, on pourrait les approuver dans un certain nombre de domaines. Moins de dépenses publiques, non, moins de charges pour les entreprises, oui, mais pas en 2017. Maintenant, par une baisse des charges, pas par un CICE compliqué que les entreprises n'arrivent pas à mobiliser. Au fond, le problème de ce gouvernement, c'est pas son discours. C'est la capacité qu'il n'a pas à réaliser ce qu'il faudrait faire. Et tout ceci est trop faible, pas assez porteur de restructuration de nos systèmes, et donc nous entraînera dans des difficultés importantes. Donc on ne peut pas voter cette confiance. Nous sommes d'ailleurs très clairs à l'UDI, nous sommes dans l'opposition au gouvernement, et au fond, notre engagement politique, moi je suis porteur dans cette campagne d'un objectif assez simple, c'est mettre fin à l'expérience socialiste qui est nuisible à notre pays. Voilà. Alors si sur telle ou telle mesure présentée demain, sur tel projet de loi, sur tel dispositif du budget, ça nous semble répondre à une urgence, bien sûr nous la voterons, on n'est pas sectaire, mais globalement, comme les Français d'ailleurs, on ne peut plus faire confiance à ce gouvernement. Est-ce que vous êtes si clair que ça? Moi j'entends certains des députés de votre groupe dire il y a quand même un ensemble de mesures proposées par Manuel Valls qu'on approuve. Le groupe, ça n'a pas à être une écurie présidentielle. Ce serait peut-être le moment de jouer l'intérêt général plutôt que l'intérêt partisan. Oui, on a su. On entend ça dans votre groupe. Bien sûr, mais moi je dis la même chose. Moi je suis pour une opposition constructive. Et pourquoi ne pas aider dans ce cas le gouvernement plutôt que de l'affaiblir? Mais parce que nous n'avons pas été élus pour ça. Parce que dans la Ve République, il y a un jeu de bipolarisation de la vie politique qui fait que les électeurs qui nous ont amenés à nos responsabilités de parlementaires nous ont amenés à être dans l'opposition au gouvernement, pas une opposition sectaire. Il n'y a pas de mandat impératif, vous pouvez très bien décider. Il n'y a pas de mandat impératif. Si j'avais le sentiment, je vais vous dire, que le fait de voter la confiance et de voter tous les textes du gouvernement permettrait à la France d'aller mieux, je le ferais sans hésiter. Je crois malheureusement que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la profondeur des difficultés du pays, qu'il est en train d'apposer des pansements alors qu'il faudrait de la chirurgie, et qu'au fond, il est en train peut-être de rechercher une roue de secours d'une majorité qu'il n'a plus. Il y a des débats qui peuvent avoir lieu sur notre positionnement politique, mais ces débats, ils doivent passer par une approbation populaire. Certains, justement, à droite, ont demandé soit la dissolution de l'Assemblée, voire même la démission de François Hollande. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Écoutez, moi je suis un républicain légitimiste. François Hollande a été élu pour 5 ans. Les députés, avec la majorité qu'on connaît, ont été élus pour 5 ans. Est-ce qu'il faut ajouter une crise politique à la crise économique que nous connaissons? Je n'en suis pas sûr. La responsabilité du gouvernement, c'est de gérer ce pays. La responsabilité de la majorité, c'est de le gérer avec unité pour essayer de faire avancer les choses. La responsabilité de l'opposition, c'est d'être constructif. C'est pour ça que sur un texte, sur un autre texte, sur des mesures, moi je suis prêt à les voter. J'ai voté des dispositifs. Sauf que chaque fois qu'il y a une
orientation qui va dans le bon sens, chaque fois qu'il y a un discours où vous dites tiens, là ils ont peut-être enfin compris, la réalité derrière n'est jamais là. Et qu'il n'y a pas de traduction dans les actes des orientations de ce gouvernement. C'est ça le problème de ce gouvernement. C'est un gouvernement de grands diseux et de petits faiseux. Ben ça ne peut pas marcher. Yves Gigot, vous avez insisté il n'y a pas très longtemps sur la gravité de la crise politique après le remaniement. Alors si vous n'appelez pas à des solutions, quelle est la solution institutionnelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de là toucher aux limites de la Ve République, la limite du quinquennat et du mode de gouvernement qui protège l'exécutif et qui affaiblit quelque part les parlementaires? Sans doute qu'il faudra réfléchir parmi les grandes refondations de nos systèmes à bout de souffle. Le système institutionnel méritera une réflexion. Alors après, moi je me méfie toujours de ces débats. Pour avoir été étudiant en droit constitutionnel, tous les systèmes institutionnels, la proportionnelle, le système actuel, d'autres systèmes, le quinquennat renouvelable, non renouvelable, le septennat renouvelable, tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. On adore parler de ces sujets-là et au fond, il n'y a pas de système parfait. Il me semble que l'urgence du pays, elle va plus dans l'économie et dans la restructuration notamment de notre système de ressources humaines, ce que j'appelle l'éducation nationale et la formation professionnelle. Là, on a des vrais enjeux prioritaire sur cette question. Mais il faudra se poser la question des institutions. Mais le gouvernement, il peut réussir. Il suffit qu'il change de politique. Il suffit qu'il prenne les bonnes décisions. Il suffit qu'il baisse massivement les impôts. Il suffit que dans les économies nécessaires, il s'attaque à la partie de la dépense publique dont on ne parle jamais, qui est la partie de la dépense sociale qu'il faut réorganiser pour rendre moins dépensière. Il suffit qu'il prenne un certain nombre de mesures qui lui sont suggérées d'ailleurs par les entreprises, qui ne coûtent pas un centime et qui pourraient libérer un peu les contraintes qui pèsent sur des entreprises. On est en train de dire, est-ce qu'il faudrait changer les institutions parce qu'on a un gouvernement de gens qui font des erreurs? Mais non, c'est plutôt les gens qui font des erreurs qu'il faudra changer. Et le jour où soit le président décidera de se saborder, c'est son choix politique et sa responsabilité, à lui de savoir si il est encore apte à gérer le pays, ou le jour où les Français, dans les échéances normales, c'est-à-dire en 2017, nous confieraient éventuellement les responsabilités. Sur cette question des grands équilibres que vous venez d'effleurer, là, est-ce que, j'aimerais comprendre votre position aujourd'hui, est-ce qu'on peut réduire drastiquement la dépense publique sans prendre le risque d'aggraver la situation? Si on raisonne sur la dépense publique, 1200 milliards, la moitié de cette dépense publique, c'est la dépense sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, le 1% logement, la formation professionnelle et les retraites. Tout ceci est géré d'ailleurs par le paritarisme, les syndicats et le patronat. Il y a sur ce bloc-là un chemin de rationalisation des dépenses qu'il faut emprunter, qui ne portera pas ses fruits forcément au bout de 3 mois. Il ne s'agit pas de remettre à mal les protections des Français, il s'agit de voir comment les systèmes de gestion sont aujourd'hui compliqués. Je vous donne un exemple, il y a 21 ou 22 allocations sociales nationales différentes, portées par des outils différents, sur des bases différentes, des gestionnaires différents. C'est un maquis auquel personne ne comprend rien. Mais nous plaidons pour aller vers l'allocation sociale unique modulable, qui fait qu'il n'y aurait qu'un guichet d'allocation sociale qui cumulerait l'ensemble des allocations et qui serait modulé en fonction des situations réelle des gens. Il faut 10 ans pour mettre en place ce dispositif. Mais nous plaidons pour dire qu'il faut l'inscrire dans un agenda de travail et qu'il faut porter ce projet et que du jour où vous aurez inscrit dans le marbre l'idée que dans 10 ans, il n'y aura plus qu'une allocation sociale unique qui vous aura permis d'économiser sur les frais de gestion de tous ces outils, eh bien vous avez déjà produit un effet de confiance et les gens disent ça y est, ils ont pris le bon chemin. Et on peut baisser massivement les impôts aussi sans porter atteinte au déficit. Vous mettez le doigt sur quelque chose, moi, qui est un des cœurs de l'engagement que je voudrais faire porter à l'UDI, c'est, je pense que la réforme fiscale est la réforme qui déclenchera le retour à un cercle vertueux. La fiscalité, c'est le pouvoir d'achat des Français, c'est les charges des entreprises et c'est le rapport ou la rentrée d'argent public dans les caisses des institutions. Et c'est aussi la nécessité, effectivement, si vous voulez prélever moins d'impôts, de dépenser moins d'argent. Donc ça vous pose la question de la dépense publique. Je pense qu'il faut changer notre logiciel fiscal. Et que nous avons 240 impôts et taxes, je crois qu'en Allemagne, il y en a 25 ou 30, qu'il faut une fiscalité beaucoup plus simple. Ce qui veut dire qu'il y a toute une série de professions qui vivent de la fiscalité compliquée et qu'il faut peut-être remettre en cause, et qu'il faut une fiscalité moins forte en prélèvement, donc ça veut dire qu'il faut faire des économies sur la dépense publique, donc sur la dépense sociale.
un rapport d'un think tank dit que ne serait-ce que si on rassemblait la caisse primaire d'assurance maladie et la CAF à l'échelon national, on ferait 5 milliards d'économies. Donc dans la gestion des outils de la dépense sociale, il y a des économies considérables à faire dans le temps. C'est ce que je dis est révolutionnaire, parce qu'évidemment ça remet en cause des habitudes, des personnels, beaucoup de questions. Ça fait des années qu'on parle de réforme fiscale, c'était dans le programme de Hollande, et ça se fait jamais au final. Pas même le prélèvement à la source. L'antériorité d'un vice n'en fait pas une vertu. Et je crois qu'à force d'en parler, il va bien falloir finir par le faire. C'est difficile. Pourquoi les gouvernements ne le font pas? Parce que c'est extraordinairement difficile. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, si vous n'y avez pas réfléchi avant, Bercy vous explique que l'équilibre de l'ensemble fait que vous ne pouvez pas toucher, que ça va s'effondrer. Parce que c'est révolutionnaire. Mais moi, je suis pour une fiscalité beaucoup plus simple. Est-ce qu'il faut garder un impôt sur le revenu, par exemple? On peut s'interroger. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter la CSG, qui est un impôt beaucoup plus juste dans son mode de prélèvement, plutôt que l'impôt sur le revenu, dont on voit bien toutes les limites sur ce sujet? Si on ne se pose pas les questions structurelles, si on continue de dire « oh, je ferai juste un petit bout », on a fait, sous la mandature précédente, on a supprimé la taxe professionnelle. Vous vous souvenez, il y avait l'ancien président de la République s'était fâché un matin en disant « il faut supprimer la taxe professionnelle ». Mitterrand disait « c'est un impôt imbécile ». On l'a remplacé par un impôt encore plus imbécile. Donc tant que vous ne réécrivez pas le logiciel fiscal français, tant que vous ne mobilisez pas le pays pour ce faire, effectivement, Hollande avait eu des déclarations, moi, qui m'intéressaient. Ayrault avait parlé de la remise à plat de la fiscalité. Jean-Louis Borloo, dont je me veux être un des fidèles descendants politiques, si j'ose dire, au sein de l'UDI, avait à l'époque, on parlait de lui pour Matignon, on parlait d'un Grenelle de la fiscalité. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire en priorité. Pas seulement, mais en priorité, parce qu'au fond, la fiscalité, c'est le cœur de notre économie, et c'est là où il faut aller vers ce travail global. Et il faut sans doute y aller avec une méthode à la fois de volontarisme politique, de concertation. La méthode d'un Grenelle est une bonne idée, et puis de mise en place dans le temps. D'accepter cette idée qu'un pouvoir se dise je vais porter une réforme qui va se mettre en place en 7 ans ou en 8 ans, je n'en toucherai pas forcément les fruits politiques, moi, qui la met en place dans la prochaine élection. Peut-être que ça ne sera pas suffisant, les gens n'en auront pas encore vu les effets, mais au moins j'aurais fait ce qu'il faut. Vous appelez à un sacrifice pour l'intérêt général, quelque part? Non, j'appelle à l'intérêt général avant l'intérêt particulier. J'appelle à cette idée de dire que la prochaine élection c'est une chose, mais que quelque part la noblesse de la politique c'est plutôt travailler pour la prochaine génération. On va approfondir votre candidature à la présidence de l'UDI. On a beaucoup de questions en ce sens, c'est un petit peu ce qui intéresse probablement le plus nos internautes. Je ne suis pas sûr. Je pense que ce qui les intéresse plus, c'est pas l'UDI, c'est le pays. Nous avons beaucoup de questions. L'UDI veut servir à l'évolution du pays. Vous êtes 4 à tenter à proposer vos services pour la présidence de l'UDI, si je puis dire. Jean-Christophe Lagarde, Jean-Christophe Fromentin, Hervé Morin et vous-même avec Chantal Joanneau. Pourquoi, tout simplement, est-ce que votre tandem, selon vous, est le meilleur pour incarner votre formation et pour diriger cette formation-là? Je ne sais pas si c'est le meilleur. On a une idée assez claire de ce qu'on veut faire. On veut être d'abord dans la filiation de Jean-Louis Borloo. On considère qu'il faut un parti politique doit être collégial et pas au service d'un seul homme, que le retour du héros ou le parti politique qui ne vit que pour la gloire d'un homme n'est pas pérenne. On veut mettre les idées, les solutions avant les ambitions, c'est-à-dire d'abord bâtir un projet politique. Vous allez me poser la question, les internautes vont me poser la question de la présidentielle de 2017. On va y venir. Mais avant de dire je suis candidat, n'importe qui doit se dire qu'est-ce que je veux faire pour mon pays, quelles sont les solutions que j'ai. Donc avec Chantal Joanneau, on veut que l'année 2015 à l'UDI soit consacrée à mettre sur le papier le projet de la refondation politique que nous appelons de nos voeux. Je vais parler de la fiscalité, je pourrais vous parler de la stratégie nationale de la ressource humaine à travers la réforme du système éducatif, la réforme de la formation professionnelle qui est indispensable, la réforme institutionnelle, la réforme territoriale. Bref, il faut que nous ayons un projet politique. C'est ce qui fait notre volonté. Et puis évidemment, comme tout parti politique, on aura des candidats aux élections. Moi, je souhaite qu'on en ait à toutes les élections, y compris à l'élection présidentielle. On a vocation à avoir un candidat à l'élection présidentielle. Lequel ? Le jour voulu, 2016, on verra qui aura émergé. Et la primaire avec l'UMP, comme certains l'évoquent, c'est pas dans vos intentions ? Participer aux primaires de l'UMP, non. Une primaire ouverte à droite. Moi, j'ai fixé 3 conditions sur les primaires. La première condition, c'est qu'elles soient gérées de façon neutre, c'est-à-dire par tous ceux qui y participeront. La deuxième condition, c'est qu'elle soit ouverte à tous les Français, pas seulement aux militants d'un parti politique, parce que sinon c'est totalement dévoyé, à tous les Français, en tout cas tous les Français d'opposition. Et la troisième condition, c'est que tous les candidats y participent.
Une primaire, si vous n'avez pas tous les candidats potentiels de François Bayrou à Nicolas Sarkozy et tous ceux qui voudraient entre, ça n'a pas de sens. Si ces 3 conditions sont réunies, moi je soumettrai aux militants de l'UDI le choix de dire on y va ou on n'y va pas. Mais si ces 3 conditions ne sont pas réunies, la question ne se pose pas sur ce sujet. Et au fond, la question des primaires qui nous obsède, elle doit être précédée de la question du programme. Et l'UDI doit être porteur d'une vision. On est un parti libéral, européen, écologiste, social, progressiste. Voilà, on sait où on veut aller. Il faut mettre ça sur le papier pour qu'on ait un projet politique. Puis ensuite, il faudra aller nouer des alliances politiques, évidemment. On va pas, la vie politique nécessite de nouer des alliances. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, et si vous n'êtes pas capable d'affirmer une volonté pour porter vous-même vos propres idées, il n'y a pas de vie possible pour l'UDI, autre que celle de ce qu'a toujours été le centre, c'est-à-dire un accessoire avec lequel les grands partis de droite jouaient. Comment percevez-vous le retour sur scène de Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui risque de tuer le débat et de privilégier la question des personnes? Moi, je préférerais le retour des idées. Oui, justement. J'ai pas le sentiment que l'UMP manque de candidats pour l'élection présidentielle. J'ai plutôt le sentiment que ce soit le trop-plein. Et au fond, il manque d'idées en tant que candidat, si c'est pour faire ce qu'on a fait pendant 5 ans et qui nous a amené à perdre, c'est pas la peine. S'il n'y a pas une révolution culturelle de ce que porte l'opposition, et si l'opposition vient devant les Français pour dire on va faire la même chose, ce qui a entraîné notre chute politique, vous pensez que Nicolas Sarkozy est capable de changer, de Je pense que je ne crois pas qu'un homme seul, qu'il n'y a pas de sauveur, qu'il n'y a pas d'homme seul, qui à lui tout seul peut être capable de... Mais évidemment, il faut à un moment donné quelqu'un qui porte. Mais qui porte quoi? Et aujourd'hui, la question qui se pose à l'opposition, c'est pas le casting, c'est pas les ambitions. Il y en a pléthore. C'est qu'est-ce qu'on propose à notre pays? Et c'est la voie la plus difficile. C'est la face la plus difficile. La voie du casting, du sourire, des belles affiches, de celui qui par son seul caractère, pourrait changer les choses, elle est beaucoup plus facile. Elle vous intéresse beaucoup plus. Moi, je voudrais qu'on passe par la voie difficile, la voie des idées. Bien entendu, mais vous doutez bien, Yves Gégaud, que le retour de Nicolas Sarkozy va phagocyter un petit peu l'espace du débat à l'UDI et à l'UMP. Et on a beaucoup de questions sur le rapprochement. Je ne vois pas en quoi l'UDI serait concerné. Je vous suggère la question de Didier. Oui, il nous dit l'ancien président aurait dans l'idée d'une fusion entre l'UDI et l'UMP. Bon, on sait que votre réaction est plutôt négative. Et il nous dit, Didier, pourquoi ne pas laisser les militants UDI en décider des rapprochements? Bien sûr. De toute façon, moi, si je suis président de l'UDI, toute alliance politique sera décidée par les militants. Donc, évidemment, c'est les militants. Moi, si Nicolas Sarkozy, je peux donner mon sentiment. L'UMP est morte de la confusion. Les Français veulent des systèmes politiques cohérents. Quand vous voyez l'UMP se présenter aux élections européennes avec un Henri Guénaud d'un côté et un Alain Lamassoure de l'autre, les Français disent qu'est-ce que c'est que ce parti qui tire à U et à Dia en même temps? L'UDI veut être une offre politique cohérente sur nos grands sujets, sur le libéralisme, sur la finalité sociale, sur l'écologie, sur l'Europe. Nous voulons être cohérents. Donc toute idée de mécanique qui ferait qu'on aurait soit une fédération, soit une fusion, me semble aller vers la confusion. Ce qui ne veut pas dire... de confédération avec l'UMP. Mais non. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une alliance politique le jour voulu, c'est autre chose. Mais nous ne serons jamais ce que Jean-Louis Borloo a voulu que nous soyons, c'est-à-dire une force de renouveau de la vie politique, d'invention d'un système différent, si on est dans la confusion. Je note d'ailleurs que quelqu'un comme Bruno Le Maire a dit exactement ce que je dis sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être capable, parce qu'on a un objectif partagé avec l'UMP et avec le MoDem d'ailleurs, mettre fin à l'expérience socialiste qui est mauvaise pour le pays. À partir du moment où on a le même objectif, le jour voulu, il faut nouer des alliances. Mais nouer des alliances ne veut pas dire se fusionner dans un ensemble dont J'ai cru à l'UMP. J'ai eu tort. Comme beaucoup de Français, je me suis aperçu qu'un parti unique ne pouvait pas rassembler la droite et le centre. D'ailleurs, quand on nous dit il faudrait que vous veniez et on va vous absorber, c'est bien que l'UMP ne rassemble plus le centre, qu'un parti unique allait vers sa position idéologique la plus forte. Et que je suis parti de l'UMP quand l'UMP s'est ultra-droitisé. Je suis parti de l'UMP, comme M. Wauquiez expliquait, que l'aide sociale, c'était le cancer de la France. Je suis parti de l'UMP parce que la voie humaniste,
centristes, libérales, européennes ne pouvaient plus se faire entendre. Ne reproduisons pas les erreurs du passé. Est-ce que vous pensez qu'on est éternellement, définitivement dans un bipartisme, ou est-ce que vous croyez en une recomposition avec des modérés socialistes, avec le centre bien sûr, et avec une partie de l'UMP démocrate libérale? Je crois qu'il faut que la droite soit la droite. Et il y a une place dans notre pays pour une droite conservatrice qui, à force de ne pas l'être, s'est laissée sans doute absorber en partie par le Front National, qui n'est pas républicain. C'est ça la difficulté, c'est là la barrière avec nous. Je pense qu'il faut que la droite soit la droite et qu'il faut que le centre, ce qu'on appelle les progressistes, c'est-à-dire ce qu'était le socle politique de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a 40 ans, cette famille politique a gouverné la France. Valéry Giscard d'Estaing ne disait pas qu'il était centriste, il disait qu'il était libéral, social, européen. J'ajouterai écologiste puisqu'il a nommé le Premier ministre de l'écologie. Et que cette famille du progrès, cette famille progressiste, oui, elle doit retrouver sa place. C'était l'ambition de Jean-Louis Borloo sur la base de notre indépendance, mais pas de notre isolement. Mais notre indépendance, c'est le seul gage de notre crédibilité. Si on reprend les mêmes hommes, qu'on recrée les mêmes structures politiques, on aboutira aux mêmes échecs. On a entendu il y a peu de temps M. Bayrou dire qu'il était prêt à travailler avec Alain Juppé, par exemple. Ça vous intéresserait, ce genre de scénario? Moi, je n'ai pas commenté. On va dire en cohérence. Je n'ai pas à commenter. Moi, je suis prêt à travailler avec les militants de l'UDI pour porter un projet UDI. Ces gens qui commandent sans cesse ces lieux d'alliance, de stratégie, de ceux qui n'étaient ni à gauche ni à droite, qui aujourd'hui sont à droite de la droite, ou à gauche de la droite. Mais je pense, j'ai le sentiment, et je suis actuellement en campagne, en visite de terrain dans toute la France, je rencontre beaucoup de gens. Je pense que si on est sur ce jeu-là, sur le petit jeu des personnes, des regroupements, des rassemblements, et qu'on n'est pas sur le jeu des idées, pardon de marteler cette chose-là, et qu'on ne parle que de choses qui évidemment nous passionnent, c'est la stratégie, c'est les jeux des hommes, on sera balayé par les Français. La classe politique sera balayée par les Français. Justement, on va parler de fond un petit peu. On va passer à la séquence pour ou contre, une séquence classique de notre émission. Et une séquence pour ou contre qui est consacrée cette semaine aux propositions un peu contestées du MEDEF. Vous savez que le MEDEF a fait toute une séquence de propositions. Bon, elle a un petit peu retardé, question d'agenda politique de sa présentation, mais on a retenu 5 ou 6 propositions à laquelle on va s'intéresser tout de suite. Et on va vous demander, Michel, une première proposition. Alors vous répondez par oui ou par non, et vous avez quand même droit à une phrase d'explication pour ou contre l'idée de supprimer des jours fériés. Je suis pour, mais au fond, c'est beaucoup plus ouvert. Je suis pour qu'on laisse à la démocratie sociale directe, et je veux prendre juste un tout petit temps pour expliquer ce que je mets derrière ce mot, le soin d'organiser le temps de travail dans les entreprises. La démocratie sociale directe, c'est l'idée de dire que dans une entreprise, ce sont les salariés, par référendum social, qui doivent pouvoir décider des modalités de travail. Et si dans ces décisions, ils décident qu'1 ou 2 jours fériés sont supprimés parce que ça permet à l'entreprise de travailler, c'est leur liberté. Je suis contre, par contre, tout ce qui touche au salaire. Voilà. Le temps de travail doit être fondé sur la démocratie sociale directe, et le salaire ne doit pas être touché parce que c'est le cœur de l'économie. C'était la deuxième question. Vous êtes donc contre la dérogation au salaire minimum? Je suis contre toute idée qui remet en cause le salaire. Je suis plutôt d'ailleurs pour un effort pour augmenter les salaires chaque fois que c'est possible, mais beaucoup de souplesse sur le temps de travail. Je crois que dans les entreprises, et quand on discute avec des salariés dans n'importe quelle entreprise, d'abord ils comprennent le fonctionnement et les impératifs de leur entreprise, et que le carcan du temps de travail, d'organisation du temps de travail, des 35 heures, mais pas seulement, du travail du dimanche, des contraintes des jours fériés, est un carcan que les salariés doivent pouvoir, dont les salariés doivent pouvoir se débarrasser par un référendum, pas seulement un accord entre les syndicats et le patronat, un référendum d'entreprise. Et sans doute, effectivement, des conditions de rémunération qui soient à l'auteur. Le travail, par exemple, du dimanche, il faut qu'il soit plus payé que le travail de la semaine. Il faut que les salariés soient volontaires sur ce sujet-là. Je pense que si on ne réinvente pas ce que j'appelle, moi, la démocratie sociale directe, c'est-à-dire cette capacité que doivent avoir les entreprises à décider de leur sort, on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus de code du travail. Ça veut dire qu'il faut que le code du travail il fixe les planchers et les plafonds, et qu'à l'intérieur d'un espace, eh bien, il y ait une capacité d'adaptation. C'est quelque part ce que réclame le MEDEF, mais il a tort de vouloir s'attaquer au SMIC, parce que les conditions de rémunération dans les difficultés actuellement ne peuvent pas être touchées. Troisième pour ou contre, vous y avez plus ou moins répondu.
est-ce que vous êtes favorable à laisser les entreprises négocier la durée de temps de travail? C'est autre chose qu'en finir avec les 35 heures. Oui, enfin, ces grandes lois nationales, mais qui sont très socialistes, on veut faire le bonheur de tout le monde depuis Paris et que ça s'applique aussi bien dans une PME que dans une grande entreprise, aussi bien dans un temps de crise que dans un temps de croissance. Ça ne s'applique pas dans les TPE. Oui, d'accord. Mais enfin, ça s'applique dans des entreprises qui ont été déstabilisées, donc beaucoup de grandes entreprises vous disent arrêtez d'y toucher. On a mis 10 ans à s'y adapter, on ne va pas rechanger le modèle. Moi, je suis pour la liberté. Je suis pour l'autonomie des entreprises sur la base de référendums des salariés qui doivent pouvoir librement décider de leur organisation propre. Et si dans telle branche ou telle entreprise, il y a une décision qui dit on revient sur les 35 heures, on revient sur 2 jours ou 3 jours fériés par an, parce que ça aide les choses et qu'en échange, il y a y compris de la négociation salariale, et que les salariés sont majoritairement d'accord, eux, pas ceux qui sont censés les représenter, eux, par l'idée de référendum direct. Moi, je suis favorable à ce On a déjà vu des référendums comme ça sur le temps de travail qui se traduisaient plus ou moins par du chantage à l'emploi. Mais, de toute façon, le chantage en emploi, si l'entreprise veut le faire, elle le fait. L'idée de la protection, parce que c'est dans le code du travail et que c'est compliqué, qui protégerait les choses, ça aboutit à quoi? Aux délocalisations, au départ des entreprises et à une catastrophe économique. Donc évidemment, chaque système a aussi ses excès. Mais redonner de la souplesse, redonner la liberté aux salariés, aussi de choisir leur destin. On a vu aussi des accords d'entreprise où les syndicats étaient contre, et quand on faisait voter les salariés, il y avait une vision totalement différente, parce qu'ils acceptaient, parce qu'ils voulaient sauver leur job, ils voulaient sauver leur salaire. Moi, je pense que si on ne fait pas là aussi une révolution, peut-être un peu comme dans le domaine fiscal, sur la démocratie sociale, sur la façon dont on réglemente le travail, on aura un système tellement compliqué qui fera que de temps en temps, il y aura des coups de boutoir du patronat, qu'on lâchera sur quelque chose, mais qu'au fond, on n'aura pas donné la souplesse nécessaire. Et en échange de ça, il ne faut pas toucher au salaire. Autre proposition, l'idée de transformer le CICE en baisse pure et simple des charges. C'est la proposition de l'UDI que nous avons faite dès le début, que Jean-Louis Borloo a portée, que nous avons portée. Jean-Louis Borloo, j'ai le souvenir dans l'hémicycle, disant au gouvernement, si vous voulez baisser les charges, baissez-les. Plutôt que de nous inventer un CICE qui est un crédit d'impôt, qui dit qu'en gros, si vous demandez votre crédit d'impôt, on retarde toujours. Il y aurait fallu avoir ce choc de baisse de charges immédiate. C'était d'ailleurs ce que nous avions avec la TVA sociale. La TVA sociale, on baissait les charges, je crois, de 5%, ou quelque chose comme ça, en tout cas la part familiale, et c'était financé par la TVA. Le gouvernement l'a annulé pour ensuite augmenter la TVA et pour ensuite pas vraiment baisser les charges, puisqu'on voit bien que le CICE ne marche pas. Alors oui, il faut transformer toutes les mesures de baisse de charges usine à gaz du gouvernement en baisse de charges immédiate pour tout le monde, pour que le chef d'entreprise ne se dise pas demain on rasera gratis, mais pour qu'il y ait un effet immédiat sur l'économie. Est-ce qu'il faut lisser les seuils sociaux, c'est-à-dire que les salariés aient les mêmes droits, quelle que soit la taille de l'entreprise? Je pense que c'est un vrai débat. Moi, je suis plutôt favorable, en période de crise comme actuellement, d'avoir une mesure transitoire peut-être pour élever les seuils sociaux, pour libérer un peu tout ça. Je pense qu'on peut aussi inventer des dispositifs qui peuvent s'appliquer un temps. Je suis par exemple favorable, c'est un peu autre chose, mais c'est assez lié sur la méthode, sur la mécanique, qu'on revienne aux 39 heures dans la fonction publique, tout de suite. Tout de suite. Mais qu'on dise aux fonctionnaires, quand nous aurons rétabli nos déficits et qu'on aura durablement inversé la courbe du chômage, on reviendra vers les 35 heures. Ce n'est pas un avantage dont on vous prive à vitam aeternam. Mais tout de suite, on vous demande un effort qui durera 4 ans, 5 ans, 6 ans, le temps qu'on rétablisse les choses. Je pense que les salariés sont capables aussi de se dire, pendant un temps, je me prive d'un avantage, mais c'est pour relancer la machine. Voilà. Et sans doute faut-il, sur ce que vous évoquez, faire la même chose. Dernier pour ou contre, Yves Jégo, êtes-vous pour la création d'un contrat de projet ou d'un contrat unique? Moi, je suis assez favorable au contrat de travail unique, à droit progressif. C'est-à-dire que plus vous avancez dans l'entreprise, plus vos droits se renforcent. Et dans les premiers mois, c'est déjà le cas. Dans un CDI, vous avez 3 mois ou 6 mois ou 2 fois 3 mois de période d'essai. C'est déjà un contrat à droit progressif. Donc je pense que nous pourrions inventer une forme de contrat de travail unique qui serait beaucoup plus simple pour les entreprises que de gérer des multiples contrats, des CDD, des choses compliquées. Et que cette notion de contrat de projet, qui est une forme de CDI à durée déterminée, si j'ose dire, ou un gros CDD, ou un gros CDD, pourrait rentrer dans cette idée du contrat de travail unique à droit progressif.
Et évidemment, un salarié qui est 15 ans dans l'entreprise, c'est pas exactement la même chose en matière d'accompagnement et de droit que celui qui est là depuis 15 jours. C'est d'ailleurs le cas, parce qu'on met en place beaucoup de dispositifs, puis quand on regarde la réalité des choses, on s'aperçoit que derrière les mots, il y a beaucoup de précarité aujourd'hui avec les contrats de travail tels qu'ils sont. Donc il y a un chantier qui doit passer par un travail de fond, de concertation sur ce sujet, mais l'orientation, c'est pas de créer un contrat de travail de plus. C'est d'aller vers le contrat de travail unique. Je suis pour la simplification, je suis pour la rationalisation de nos outils, parce que quand vous êtes patron d'une PME ou d'une PMI, vous ne comprenez rien à la multiplicité des contrats de travail, vous êtes obligé de payer très cher des gens qui vous expliquent comment respecter la loi. C'est quand même pas le cœur même ou l'essence de ce que doit être le travail d'un chef d'entreprise. Allez, il nous reste 10 minutes, Yves Gégaud, avant de passer à la dernière séquence de notre émission. Consacré au fil de la semaine. On va revenir sur l'actualité internationale et sur le dossier irakien rapidement, Michel. Oui, je voudrais vous demander si la France doit, et si oui, comment, intervenir en Irak contre ce que Laurent Fabius appelle les égorgeurs. Oui, la France doit, vous disiez tout à l'heure, mais pourquoi il n'y a pas plus d'unité nationale? Pourquoi le centre n'est pas plus positif vis-à-vis du gouvernement? Sur ce sujet, il faut une unité nationale. Ce qui se passe avec ce qu'il est convenu d'appeler l'État islamique est une abomination, c'est une atteinte à notre civilisation, ça a des conséquences sur le territoire européen, ce qui s'est passé au musée juif de Bruxelles en est une illustration récente et malheureusement on peut craindre d'autres illustrations. Oui, la France doit, dans une coalition internationale, aider l'Irak à ne pas céder sous ce coup de boutoir des djihadistes. Et oui, nous sommes en guerre. Le monde est en guerre. On a célébré les 13 ans du 11 septembre. Nous sommes dans une espèce de guerre larvée, non dite, dont on ne voit pas bien l'issue, mais qui nécessite qu'on défende notre modèle de civilisation. Moi, je suis un partisan de la laïcité. Qu'est-ce que ça implique, Yves Gégaud, sur le terrain? Est-ce qu'il faut envoyer des hommes? Est-ce qu'il faut envoyer du matériel, des armes? L'expertise de nos armées, du chef d'état-major des armées et des spécialistes, vous parlerez beaucoup mieux que moi. Pas vocation à être expert. Mettre des lignes rouges. Moi, je pense qu'il n'y a pas de ligne rouge. Si vous vous lancez dans un combat, il faut mener le combat. Il faut essayer de le gagner. C'est une coalition. Il y a aussi une répartition des moyens. La France a des moyens limités. Le président de la République a été très interventionniste. Ça me pose d'ailleurs la question de l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu parce que je pense qu'il faudrait des services de renseignement européens et une armée européenne pour ce genre d'intervention. Et que tout seul, on va s'épuiser financièrement, j'entends, sur cette question. Et donc, ça pose effectivement la question de la capacité de l'Europe à se créer un outil pour défendre simplement les principes de liberté auxquels l'Europe est attachée. Oui, il faut plus d'Europe. Oui, il faut aller vers les États-Unis d'Europe, ne serait-ce que pour aller avoir une force militaire et une force de renseignement qui nous permettent d'éviter d'être dépendants des Américains. Dans le même domaine, Monsieur Gégaud, le Parlement a commencé hier l'examen d'un projet de loi pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ce texte vous paraît suffisamment puissant et est-ce que vous proposez, vous aussi, l'interdiction du retour en France des djihadistes, voire la déchéance de la nationalité? D'abord, ce texte, il me semble aller dans le bon sens. Moi, je pense qu'il faut renforcer deux choses. Notre législation coercitive et punitive pour faire en sorte qu'effectivement, ceux qui partent mener le djihad ne viennent pas le réimporter sur notre territoire. Je suis toujours très prudent sur les questions de déchéance de nationalité. Je ne suis pas sûr que ça règle les problèmes. Et puis la déchéance... Il y a une partie de la droite qui le propose, c'est pour ça que je pose la question. Oui, mais c'est souvent démagogique, parce que la déchéance de nationalité, ça ne marche pour ceux qui ont deux nationalités. Voilà, on ne peut pas faire des apatrides. Voilà, et vous ne pouvez pas créer d'apatrides. Donc c'est une fausse solution. C'est un espèce d'effet de tribune en disant on va faire la déchéance de nationalité. Celui qui est français, vous ne pouvez pas le déchoir de sa nationalité. Donc tout ceci est quand même un peu de la posture. Je pense qu'il faut aller sur beaucoup plus de moyens de renseignement et de suivi de ceux qui partent dans cette dérive. Et puis, ce qu'on ne fait pas, ce qui n'existe pas dans ce projet, c'est qu'il y a une partie déradicalisation d'un certain nombre de jeunes qui sont, ne serait-ce à travers les réseaux sociaux, emportés vers ces dérives. Et que là, il faut qu'on réenseigne la laïcité à l'école. Il faut que dans les quartiers concernés, on ait des outils beaucoup plus puissants éducatifs
pour reprendre en main un certain nombre de jeunes qui ont été pris en main, plus par l'école de la République malheureusement, mais par des extrémistes religieux, pour leur réapprendre ce qu'est la vérité du monde et leur montrer combien ceux qui leur expliquent le djihad et l'avenir de l'humanité ont tort au regard de l'histoire, au regard de la civilisation, et au regard de ce que sont toutes nos valeurs. On a un travail considérable de déradicalisation, d'outils de déradicalisation. Moi je pense qu'il faut que la laïcité soit instruite à l'école, il faut qu'il y ait des cours de laïcité. Moi j'ai des enfants, je vois bien, ils passent dans le système scolaire, on ne leur parle pas des religieux, ou à peine, il faut réinvestir ce champ-là. On a la chance d'avoir une valeur républicaine française, la laïcité, qui est le respect des religions, mais la non-intervention des religions dans l'espace public. Bien, il faut qu'on réinvestisse massivement. C'est sans doute ce qui manque dans le plan du gouvernement. La punition, oui, la prévention, oui, il faut un travail d'éducation. On va passer, Yves Gégaud, à la dernière séquence de votre émission, le fil de la semaine. On revient sur quelques actualités qui ont marqué la semaine dernière. On vous demande de le commenter tout simplement. Et on commence avec l'actualité de samedi. Et samedi, c'est l'ouverture de la ferme des 1000 vaches qui fait polémique dans la Somme. Comment, à l'heure où tout le monde parle d'agriculture raisonnée, on peut soutenir un tel projet complètement industriel et qui semble un peu irrationnel? Je pense que l'innovation écologique, qui est un des moteurs, avec Chantal Joanneau, on est très en face pour dire que l'UDI doit porter cet engagement écologique et qu'on n'a pas besoin d'être marxiste pour être écologique. Je le dis à ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin de plaider pour la légalisation du cannabis pour vouloir protéger la planète. Donc Europe Écologie Les Verts, c'est un réhabillage du marxisme derrière une façade écologiste qui n'a pas lieu d'être. Dans la vision qui est la nôtre, effectivement, la méga-industrialisation à tous les niveaux du travail agricole est une dérive auquel il faut lutter. Il faut qu'on retrouve dans l'exploitation de notre environnement des méthodes, des façons de faire qui soient beaucoup plus créatrices d'emplois que destructrices d'emplois, parce qu'on sait que ces méga-outils sont des outils qui, au fond, fonctionnent de façon très mécanique, industrialisée, avec très peu d'emplois à la clé. Et que moi, je suis beaucoup plus favorable à une agriculture de proximité, une agriculture d'artisanat, une agriculture de qualité, en montant en gamme, si on veut exister dans le vaste monde des marchés agricoles. C'est pas en produisant plus que les grands pays qui nous battront toujours sur ce domaine, c'est en montant en qualité, en faisant du super qualitatif. Donc il y a sans doute dans des projets, dont j'avoue je ne connais pas forcément tout le détail, mais du type de la ferme des 1000 vaches, des excès auxquels il faut effectivement lutter, contre lesquels il faut effectivement lutter. Autre actualité du week-end, la trêve entre Moscou et Kiev, qui a été violée manifestement sur fond d'un regain de tension, qui pose la question des sanctions vis-à-vis de la Russie. Alors il y a cette question des Mistral, de la vente suspendue. Est-ce qu'il faut livrer les Mistral aux Russes, Yves Gégaud ? Il y a deux questions que pose cette affaire. D'abord la question de l'Europe. Où est l'Europe ? Moi je suis partisan d'un président élu de l'Union européenne, élu par les 500 millions d'Européens pour incarner une force politique qui doit être capable d'aller dire à Poutine, sur le territoire qu'est le nôtre, on ne vient pas conquérir un pays dans ces conditions-là. L'Europe est totalement absente, chacun joue sa petite carte dans son coin, Madame Merkel, François Hollande quand Sauf qu'il ne l'aura pas avant, avant peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Ça ouvre quand même le débat de l'avenir. Sur la question des armes, on a des contrats, on fabrique des armes et on la vend à des pays. Ne pas vendre les Mistral me semble être une aberration pour l'industrie de l'armement française. Il ne fallait pas signer le contrat à l'origine, mais ne pas les livrer aujourd'hui, ou l'espèce de jeu du président qui dit on retarde la livraison, mais on livrera quand même. Enfin, si les conditions ont changé, on peut aussi dire que c'est difficile de les livrer dans ces conditions, alors qu'on souhaite en plus prendre des sanctions contre la Russie. Sans doute. Sur ce sujet-là, vous avez sans doute raison. Il faut aussi penser aux milliers d'emplois de l'industrie de l'armement qui peuvent être menacés par une offre commerciale d'un pays dont on dirait demain, attendez, ils vous ont signé un bon de commande, mais demain, pour des raisons politiques, ils ne vous le livreront pas. Est-ce qu'on peut livrer des armes qui se retourneraient contre les intérêts de l'Europe ? Mais hélas, ça pose un débat plus large sur l'industrie de l'armement. Est-ce qu'il faut avoir une industrie de l'armement ? Est-ce qu'il faut livrer des armes qui un jour servent aux combattants de la liberté ? On va armer les Irakiens qui se battent contre l'État islamique. Est-ce que ces armes, demain ou après-demain, ne tomberont pas dans les mains des islamistes, y compris contre nous ? Il y a un vrai débat. C'est déjà le cas pour les armes américaines. Il y a un vrai débat beaucoup plus large sur ce sujet. Moi, je pense
plus pragmatiquement à l'industrie de l'armement dans notre pays, qui est une industrie qui est encore porteuse de beaucoup d'emplois, à l'image commerciale, entre guillemets, de la France sur ce sujet. Et je crois qu'à jouer avec les contrats de cette manière-là, on fait courir beaucoup de risques sur cette affaire. Il fallait à ce moment-là mettre ça dès l'origine. Et là, nous sommes dans un moment où... Dès l'origine, le contrat avait fait polémique. Beaucoup de monde s'étonnait qu'on vende des armes à Poutine. Il aurait mieux valu ne pas le signer. C'était un contrat signé par Nicolas Sarkozy, on le rappelle. Et M. Morin, qui aujourd'hui a une position un peu différente de ce que... Il aurait sans doute fallu ne pas le signer. Je pense qu'à partir du moment où il l'a signé, au dernier moment, expliquer qu'on ne va pas livrer, mais que le produit est là, mais qu'il était payé et que est très dangereux pour nos industries d'armement. Je mesure bien le côté moral, je mesure bien la pression, mais je pense que la pression sur la Russie, elle doit être à un niveau politique et diplomatique, qu'il faut que l'Europe soit beaucoup plus active sur ce sujet, qu'il faut qu'on construise les États-Unis d'Europe que nous appelons de nos voeux pour que demain, un Poutine ne puisse plus imposer à une Europe faible parce que divisée son diktat et qu'au fond, quand on ne prenne pas en otage l'industrie de l'armement, des questions de diplomatie. Là, vous êtes bien conscient que vous avez une divergence avec heureusement qu'on a quelques divergences. Heureusement qu'on a, si vous voulez, ce qui nous rassemble entre les différents candidats de l'UDI est infiniment plus important que ce qui peut nous diviser sur tel ou tel point. On peut avoir une vision un peu différente sur ces questions-là. Heureusement, sinon, si on pense tous la même chose, on ne va pas réunir des Français nombreux dans cette question. Moi, il me semble que là où on en est, effectivement, dire on ne livre pas me semble être un attentat pour l'industrie de l'armement. Et je vais vous faire un pari. C'est que François Hollande, il livrera les armes en question. Voilà. Et que tout ça est une posture qui n'est pas très digne. Autre sujet, civil celui-là, la grève des pilotes d'Air France qui craignent une diminution de leur salaire. Pour vous, c'est une grève de riches ? Pour moi, c'est effectivement la prise en otage de l'économie du pays et de beaucoup de Français sur une question qui, si j'ai bien compris, se résout à savoir si Air France va pouvoir avoir 30 avions d'une compagnie low cost qui s'appelle Transavia et qui est une de ses filiales. Honnêtement, faire la grève, bloquer le pays et l'économie pour un sujet qui n'est quand même pas le fondement même de l'avenir d'Air France me semble être très exagéré. Je crois que les questions liées à ce que nous avions mis en place sur les modulations du droit de grève, notamment dans les transports, devront peut-être être reposées à cette occasion-là, parce que l'économie d'un pays, les transports, c'est l'économie d'un pays, ne peuvent pas être prises en otage sur des questions qui sont sans doute très importantes pour les pilotes, savoir s'il y aura 30 avions de Transavia ou pas 30 avions de Transavia dans Air France, mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc il y a là-dessus sans doute un appel à la responsabilité des syndicats, mais peut-être une réflexion sur le droit de grève ou sur la capacité de réquisition qui devrait être peut-être renforcée pour éviter qu'on ne bloque un pays sur des intérêts trop catégoriels. Et autre grève qui fait un peu grève de riche pour le français moyen, c'est celle des professions réglementées. Est-ce que vous êtes pour la libéralisation de ces professions quand on voit que certains, je pense aux notaires, aux greffiers de tribunaux de commerce, émargent à plus de 20 000 € par mois? D'abord, si on n'a plus de gens qui gagnent d'argent, il ne faudra pas s'étonner que l'économie ne fonctionne plus. Bon, et à force de pointer du doigt ceux qui ont fait des études, qui ont investi, qui ont acheté des charges et qui gagnent de l'argent, on finira par avoir une France low cost. Ce n'est pas mon modèle. Je pense que là, il y a un problème de méthode. Et que même les professionnels, j'ai discuté longuement avec des représentants des notaires, sont d'accord pour dire qu'il faut s'adapter aux exigences de l'Europe, à la modernisation des choses. Et là, la notion que j'évoquais en début d'émission sur l'agenda dans le temps est une notion très importante. Si vous dites aux notaires, voilà, à terme, voilà là où nous voulons aller, et on va bâtir le chemin ensemble pour y aller en 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, parce qu'on ne veut pas vous perturber du jour au lendemain et mettre à mal une économie qui représente, je crois que les notaires, il y a 50 000 emplois derrière. Dans notre pays. Vous pouvez trouver des points d'accord. Si vous dites, comme M. Montebourg, en montrant ses muscles avant l'été, on va faire une loi, puis les professions réglementées, c'est fini, parce que vous ressortez le rapport Attali qui est dans les cartons depuis 10 ans, sur lequel il a raison sur ses orientations, sauf c'est sur la méthode de mise en place. Et au fond, et c'est sans doute ça que je voudrais porter à l'UDI, c'est que savoir ce qu'il faut faire est une chose, savoir comment le faire pour le rendre acceptable aux Français en est une autre, et qu'on a un travail à faire sur ce sujet, on a un travail de méthode
méthode, et que si j'ai un reproche à faire à ce gouvernement, c'est qu'il prend des mauvaises décisions, mais que quand il prend des décisions qui vont dans le bon sens, il a des mauvaises méthodes, et que ça tue la capacité à changer le pays. Et ça tue la confiance. Parce qu'un professionnel se dit, je suis dans l'instabilité, du jour au lendemain, par une phobie gouvernementale, ce sur quoi je construis mon modèle va pouvoir s'effondrer. On ne peut plus travailler comme ça. C'est le reproche que je fais sur les professions réglementées. Ce sera le mot de la fin, Yves Gégaud, de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour présenter cette émission. Merci chers internautes. On se retrouve comme d'habitude tous les mardis, la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très bientôt, restez connectés.